Donc maintenant, je vais donner directement la parole à Jean-Marie Ozanno-Fouquet. Mais comme nous sommes sur Rennes-le-Château, j'ai une question à lui poser. Fouquet, comme Nicolas? Oui, ben, comme Nicolas, oui, mais Nicolas, sa famille était d'Anjou, voilà. Son père et son grand-père, je pense, étaient merciers dans la Doutre, si vous connaissez Maine-et-Loire. C'est un des quartiers, voilà, d'Angers. Et donc, ben, moi, je suis les Fouquet du Poitou, je suis désolé, voilà. Depuis le 16e siècle. Ouais, c'est une famille protestante. Voilà. Donc, apparemment, je ne sais pas s'il y a un lien, mais on n'a pas encore trouvé. J'ai quand même noté sur une de vos bagues un écureuil. Ah, ben bien sûr, mais. Jusqu'où ne monterais-je pas? Oui, et alors, absolument. Et pourtant, je ne suis pas c'est la Crédit Agricole, non, c'est ça? Non, pas du tout. Donc on ne fait pas de pub hein, pour les banques. Non, bien entendu. Oui, mais bien sûr, l'écureuil. Alors, on ne va pas parler des noms des animaux au Moyen-Âge, parce que ça nous emmènerait très loin. Mais apparemment, c'est vraiment aussi un très beau sujet, entre autres. Bon. À vous, Jean-Marie. Merci de me l'avoir posé. Bon, alors, je prends le micro, alors il paraît que c'est mieux. Alors, j'ai quelques textes, un texte aussi pour ne pas m'égarer, et parce que je vais essayer de retenir votre attention pendant 1h15, pas plus, 1h15, et donc je vais voir si certains ou certaines s'endorment, j'essaierai de vous réveiller, et puis aussi ensuite je vous poserai des questions à vous, il n'y a pas de raison. Alors, attention. Donc je voudrais d'abord remercier ceux et celles qui m'ont permis d'être avec vous aujourd'hui. L'association Heuristique Occitane Résurgente. Voilà. Alors, c'est bien sûr un lieu incroyable. Moi, personnellement, j'ai découvert Rennes-le-Château il y a à peu près une quarantaine d'années. Puis après, je suis allé en pays Qatar, dit Qatar, souvent. Mais à Rennes, véritablement, c'est une redécouverte avec d'ailleurs des amis qui m'ont connu. Et ça fait toujours plaisir, chaud au cœur. Ça veut dire aussi qu'on est toujours vivant. Alors profitons-en. Et oui. Alors, moi, je suis assez effaré, si vous voulez, lorsque j'entends des âneries sur la franc-maçonnerie, surtout par des gens qui ne connaissent pas la maçonnerie d'intérieur, et puis aussi sur le temple, l'ordre du temple. Et c'est vrai qu'il y a une connotation maintenant péjorative, parce que quand on parle temple, oh là là, est-ce que c'est la secte la plus dangereuse? Est-ce que c'est une confrérie gastronomique et vineuse? On ne sait pas. Il y a à peu près 80 ordres dits néo-templiers. Alors il y en a bien sûr qui sont plus sérieux les uns que les autres. Bon, en ce qui me concerne aujourd'hui, je vais surtout développer les réminiscences de l'ordre du Temple écossais avec une branche de la franc-maçonnerie dite templière. Voilà. Et vous essayez de vous présenter le lien qu'il y a entre ces deux entités. Alors je voudrais quand même me présenter. Bon, alors, elle m'a présenté, je m'appelle Jean-Marie Ozanno-Fouquet, bien sûr, et moi je suis rentré en maçonnerie en 75. Vous voyez, je ne suis pas un perdreau de l'année. Bon. Et oui, à Niort, exactement. Et puis après, j'ai été reçu en 1984 dans un très vieux temple écossais en Écosse, à Édimbourg, Canongate Kilwinning. J'ai eu beaucoup de chance, c'est un privilège. Il y a peu de Français qui, je pense, ont été agrégés dans ces loges écossaises. Et puis, ce temple est magnifique, il existe depuis 350 ans, et au rez-de-chaussée, d'ailleurs, de cet immeuble, c'est sur le Royal Mile, hein, qui va de Castle Rock, et c'est là, on peut dire le siège des régiments écossais, jusqu'à Holyrood Palace, tout à fait en bas, qui est la résidence d'été de la reine d'Angleterre, entre autres. Il s'est passé beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Et alors Canongate Kilwinning, qui est on peut dire la deuxième, c'est le deuxième lieu très connu en Écosse. Oui, vous avez Kilwinning lui-même, l'abbaye, puis ensuite vous avez Marie de Chapelle, qui est la loge numéro 1. Kilwinning, d'ailleurs je ne l'ai pas là parce que je n'en fais pas partie, bien que je l'ai visité. Vous avez les frères portent des tabliers noirs. C'est la loge numéro 0 dans le monde. Et puis Marie-Chapelle numéro 1 et Canongate numéro 2. Alors j'étais en train de vous dire qu'il y avait une porte justement au rez-de-chaussée qui fait communiquer le temple des maçons, vous voyez, et avec le siège des chevaliers de Saint-Jean.
Donc c'est la branche donc, de l'ordre dit de Malte maintenant, hein. C'est le chevet de Saint-Jean de Jérusalem, ça marchait bien, et il y a eu un technicien qui vient de... On peut le siffler. Non, c'est parce que personne disait que c'était trop fort. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bon, alors je vais essayer de parler moins fort. Alors est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que c'est moins fort? Parfait, on me dit c'est parfait. Au moins il y a une chose de parfait. Voilà, c'est trop bas. Alors c'est intéressant parce que dans cet immeuble, vous avez les maçons d'un côté et les chevaliers de Saint-Jean de l'autre. Chevalier de Saint-Jean, vous savez, c'est la branche anglicane, et donc c'est la reine d'Angleterre qui est donc la protectrice, puisqu'elle est la chef donc, de l'église anglicane. Il y a des liens, des reconnaissances entre les ordres. Voilà. Alors, oui, donc c'est intéressant parce qu'il y a des chevaliers de Saint-Jean qui sont maçons, et puis, oui, ça n'a pas la même connotation qu'on trouve ici en France parfois, et puis même en Italie ou ailleurs. Et puis de l'autre côté, bien, vous avez des maçons qui sont membres, qui sont chevaliers de Saint-Jean. C'est intéressant, parce que voilà, il y a un lien déjà, oui, il existe toujours ce lien tout de même. Et dans ce temple qui se trouve à l'étage, au premier étage, qui est magnifique bien sûr, eh bien il y a quelques particularités, il y a eu des gens célèbres qui sont passés. Alors il y a un orgue dans un coin, et sur cet orgue, eh bien il y a George Friedrich Handel qui a joué, bien sûr. Il y a une peinture qui représente Sir William Sinclair. Il faut être maçon pour rentrer dans le temple, ça c'est sûr, hein, il n'est pas visitable. En pied, qui est le seigneur qui était protecteur de la maçonnerie pendant très très longtemps, qui était comte de Rosslyn. Vous connaissez Rosslyn, le château des Sinclair qui est un peu plus bas, avec des fantômes. Et puis, voilà, et donc les Sinclair ont été grands maîtres et protecteurs de la maçonnerie jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de, on peut dire, de successeurs. Alors après, eh bien, il y a eu donc une collégiale qui s'est créée et on a repassé, si vous voulez, la grande maîtrise aux maçons eux-mêmes. Alors de ce temple, je vous ai dit il y a quelques instants que c'était un lieu mythique, et permettez-moi d'y insister un peu, parce que il a vu donc dans ce temple entrer Walter Scott, vous connaissez le grand écrivain écossais, Walter Scott, Robert Burns et Rudyard Kipling. Et un an avant, donc, j'avais donc rejoint moi, le temple écossais, c'est-à-dire les Knights Templars écossais, et l'Ordre royal d'Écosse à Édimbourg, dont j'ai présenté donc les décors tout à l'heure. Je serai à votre disposition pour vous donner des explications sur tous ces beaux décors. Les maçons aiment les beaux décors. Voilà, et bon, il faut le dire. Et c'est vrai qu'il y a des cérémonies où quelques centaines de maçons présents, par exemple la grande logie d'Angleterre à Londres, quand le duc de Kent rentre avec sa suite, c'est vraiment très très impressionnant. On sent que la tradition est toujours présente. En ce qui me concerne, donc je voudrais aujourd'hui vous présenter, si vous voulez, brièvement, les origines et le but de la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie que je connais, si vous voulez, et en général, et nous insisterons davantage sur le lien évident qui existe, je vous disais tout à l'heure, entre les Templiers écossais au XVIIe siècle. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Au fond, ça va pour l'instant? Oui. D'accord. Et la stricte observance templière et sa grande loge écossaise en particulier, que je représente un peu quand même tout de même. Nous ferons disparaître, j'en suis sûr, grâce aux dernières recherches sérieuses d'universitaires, comme André Kervella par exemple, qui fait vraiment autorité en la matière, qui a beaucoup étudié les rois d'Écosse, qui a écrit aussi sur le chevalier de Ramsay. Vous avez aussi des livres ici qui pourront vous éclairer davantage. Et surtout, eh bien, il a beaucoup travaillé sur le baron de Hout, qui est le fondateur de la stricte observance templière en 1751. Recherche sérieuse, on va essayer de trouver, j'aime pas beaucoup le mot, mais ce chaînon manquant entre les Templiers réfugiés en Écosse, les Templiers écossais, et la stricte observance templière allemande, prussienne aussi, et puis qui avait des représentations en Russie ou même bien sûr dans tous les pays du Nord et de l'Est. Alors, donc c'est vrai que ces recherches très récentes, qui datent d'une dizaine d'années, nous manquaient terriblement, et ces découvertes, puisque pendant 250 ans,
Eh bien, les maçons eux-mêmes ont beaucoup critiqué, si vous voulez, les filiations, parce que il y avait des chaînons qui manquaient. On n'avait notamment pas pu traduire cette charte, cette patente qui avait été donnée par des supérieurs inconnus au baron de Hount. Et lui n'a jamais révélé. Il avait promis de ne jamais révéler le nom de ses supérieurs inconnus, et pourquoi, vous direz pourquoi tout à l'heure. Et alors donc ça nous a terriblement manqué. Et puis aussi, il y a aussi, on peut dire, tout un pan de la franc-maçonnerie qui rejetait les filiations dites chevaleresques. Bien qu'il fasse, on peut dire, état de certains degrés de la chevalerie dans les hauts grades. Mais ce n'était pas si évident que ça. Et surtout le temple. Moi j'ai entendu des maçons, et non des moindres, dire qu'il n'y a aucun lien entre l'ordre du temple et la maçonnerie, je ne veux plus en entendre parler. Et c'est très bizarre, parce que vous verrez sur ce tableau que j'ai fait, et qui est unique, il y a eu quatre, on peut dire c'est la même reproduction, mais engélivé et tout ça. J'ai travaillé 10 ans là-dessus. Eh bien, quand on arrive au sommet de la pyramide des degrés de certains rites, des principaux rites, font toujours référence à l'ordre du temple. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Alors, on dit qu'on va passer du général au particulier, on dit que la franc-maçonnerie tire ses origines des confréries de compagnons bâtisseurs. Eh oui, on parle des croisades, mais on a aussi construit des châteaux là-bas, bien sûr. En effet, dès l'époque médiévale, des ouvriers qualifiés partirent aux croisades pour construire les châteaux et les églises. Et un chroniqueur de l'époque précise qu'à Clermont-Ferrand, où Urbain II, le pape de l'époque, a prêché la première croisade en 1095, eh bien, donc le chroniqueur écrit. Et les ouvriers, bon, c'était pas c'est en langage moderne, mais et les ouvriers armés de leurs longues bisaigus de charpentiers emboîtèrent le pas aux pérégrins et aux chevaliers. Avec les aigus, c'est un outil très haut comme ça qui donc est terminé par un bédane qui sert d'un côté et puis d'un fer plat de l'autre pour pouvoir creuser et assembler les charpents. Mais il y avait des maçons, etc. Et donc c'est très important parce que déjà on sent que ces bâtisseurs sont associés aux croisés. Et d'ailleurs, notre ami Laurence d'Arabie, qui avait fait sa thèse, on peut dire, sur l'architecture médiévale, était allé donc aux croisades et il a écrit sa thèse qui s'intitulait Influence de l'architecture médiévale. C'est très intéressant, donc il s'était penché sur le sujet lui aussi. Alors, donc, eh bien, il existe aussi, ici ou là, je pourrais vous citer ne serait-ce que la chapelle templière de Laon. À Laon, il y a une plate-tombe, et sur cette plate-tombe, on a donc, on peut dire, la gravure, la sculpture d'un templier bâtisseur, avec les outils. On sait un templier, mais il est bâtisseur. Et c'est vrai qu'on parle toujours des Templiers, alors là, on pourrait faire une série de plusieurs conférences, ne serait-ce que sur le temple. J'ai entendu des questions tout à fait fort pertinentes, on ne peut pas se distraire du sujet que nous avons choisi. Et c'est vrai que c'est passionnant, et les croisades aussi d'ailleurs. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que le temple, on parle des Templiers au blanc manteau. Ça, ce sont les chevaliers, ce sont les seigneurs. Quand Philippe le Bel va donc lancer son arrestation, on va en prendre 450 en France. La France, hein, je ne parle pas de la Provence, c'est tout. 450. Mais le temple, c'est pas ça. Le temple, ce sont les fameuses préceptories partout en Europe. Ou les maisons, petites aux plus grandes, et les ports. Il y avait des ports, comme il y avait Fos, il y avait aussi beaucoup de croisés qui sont partis par Aigues-Mortes, comme vous le savez, ou La Rochelle, où on déposait ses esterlins, et puis arrivé à Saint-Jean d'Acre, eh bien, on récupérait sa somme, voilà, sans danger, avec effectivement un petit pourcentage pour les Templiers. Alors, donc, pour vous dire, c'est qu'il y avait ces chevaliers, mais il y avait dans ces maisons, c'était des grosses fermes
qui servait à alimenter évidemment ceux qui se battaient aussi, et qui faire du commerce, c'était les PMI et les PME du moment. Alors vous aviez des fermiers, vous aviez alors les frères servants qui eux aussi se battaient, qui portaient des manteaux bruns, mais vous aviez aussi le corps de métier, vous aviez les forgerons, les gens qui fabriquaient les épées, les côtes de mailles, et puis également les fers pour les chevaux, et puis également les maçons. Il ne faut pas l'oublier. Donc vous voyez déjà, c'est pas une connivence, c'est vraiment donc au sein de l'ordre il y a déjà quatre, on peut dire, grandes catégories, dont aussi les frères chapelains, qui ne relevaient que du pape, que donc du maître de l'ordre, et non des évêques. Donc, c'est vraiment les trois castes médiévales que l'on retrouve, mais on les retrouve aussi chez nous d'ailleurs. C'est bizarre. Il y a le métier, il y a le militaire, le soldat, le défenseur, et puis après, il y a Laurent, celui qui prie pour les autres. 200 ans plus tard, hein, donc après 8 croisades en Orient, on dit 8 croisades en Orient, mais vous savez, l'esprit de la croisade, comme disait quelqu'un tout à l'heure, et fort justement, jusqu'au XVIIe siècle, l'idée de croisade, elle a perduré, et puis la bataille de l'Épante aussi, c'était au dénouement heureux pour nous, heureusement qu'on s'est quand même battu contre nos ennemis d'alors. C'est d'ailleurs très curieux parce que maintenant il y a les infidèles, c'est nous, mais au Moyen-Âge, les infidèles, c'était pas nous. Je n'en dirai pas plus. Alors, oui. Après ces 8 croisades, les Templiers prirent une part essentielle parce que seul l'ordre du Temple a été créé pour défendre les lieux saints. Et aussi, ils avaient les bacheliers qui refaisaient les routes, c'était l'équipement de l'époque, mais aussi donc défendre les lieux saints, mais donc faciliter l'arrivée aux lieux saints des pèlerins. C'est comme ça que le temple a commencé. Il a été créé pour cela, d'où d'ailleurs le dilemme. Comment vous imaginez, mettez-vous à la place du pape, hein, et même de Bernard de Clairvaux, qui a douté pendant une dizaine d'années, hein, jusqu'au concile de Troyes, de dire, bah oui, des moines qui font la guerre, c'est quoi ça? Bon, à vrai dire, brièvement, on a opposé à la djihad islamique, qui ne remonte pas maintenant à aujourd'hui, une légion étrangère, la légion étrangère actuelle, mais spirituelle, bon voilà, chrétienne. C'est un peu ça hein, quand même, il faut le dire. S'ils étaient tués au combat, ils allaient directement au paradis aussi. Hein. Bon, j'abrège, hein, je vais aussi, je vous dis ça sur le ton un peu badin, parce que, bon, j'espère que ça va susciter des questions, et puis, on est entre nous, là. Je pense qu'on est entre nous. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, de près ou de loin, aux croisades, à la franc-maçonnerie, et puis il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent en savoir un peu plus. Et je suis là pour dire tout. Il n'y a pas de secret. Je vous dirai tout. Voilà. Alors, à partir du 13 octobre 1307, comme vous le savez, les Templiers en fuite, donc les Templiers sont arrêtés, pas partout. Je parle de ceux de l'Écosse, ils vont partir, ils vont arriver, ils vont aller, par exemple, en Écosse. En Écosse, où ils ne sont pas inquiétés. Et donc, ils arrivent probablement avec une partie de la flotte. Je dis probablement parce que, effectivement, si la flotte templière, il y avait quelques bateaux, parce qu'un bateau au Moyen-Âge, c'est une fortune. On a le nom de certains bateaux, partant de La Rochelle, par exemple, sur Saint-Jean d'Acre, le Buscar del Templo, la Templaire, etc. Mais enfin, ils n'avaient pas 500 bateaux. La meilleure preuve, c'est qu'on demandait aux Génois et aux Vénitiens de nous les louer très cher. Mais ils avaient des bateaux. Et s'ils étaient partis, par exemple, pour le Portugal et l'Espagne, ça se serait su, on l'aurait vu, ou ailleurs. Donc ils sont partis en catimini, ils ont passé entre les troupes dites anglaises, ils ont remonté par les mules, là, les îles. Ils arrivent sans doute vers les mules de Quinta et de Doha. Et puis dans l'île de May, qui est dans l'estuaire de la Firth, on dit Forth ou Firth, dans l'estuaire de la Firth. Alors, ils se sont réfugiés en Écosse, sur quelques années, hein, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Et puis, c'est ceux qui avaient donc refusé d'obtempérer, et qui ne voulaient pas forcément se battre, mais s'enfuir. Et donc, ils vont dans les commanderies, la commanderie principale, qui s'appelle Ballantradoc, et en mars 1314, Jacques de Molay, dernier maître du Temple, ça on en est sûr,
il va être brûlé à Paris. Voilà, ça on le sait, en mars 1314. Avec un autre, Geoffroy de Charnay, Goffridus de Charnaillot, qui est le précepteur de Normandie. Alors pour les deux autres noms avancés, on n'en est pas très sûr. 3 mois plus tard, hein, alors que tout est fini, en 1312, il y a eu le Concile de Vienne, il y a eu, donc on a suspendu, le Clément V a suspendu le temple par mesure de provision, hein, il n'a pas dissous, il l'a suspendu par mesure de provision. Mais le temple n'existe plus dans les girons du pape. Voilà. Eh bien, 3 mois après l'exécution de Jacques de Molay, eh bien, les Templiers écossais vont prendre une part active, surtout leur cavalerie, donc à la bataille de Bannockburn. La bataille de Bannockburn qui va se situer entre les dates, parce que ça dure plusieurs jours, le 26, 27, 28 juin 1314. C'est pas plutôt le 24 juin parce que c'est la fête de la Saint-Jean Oui, mais non, c'est plus tard. C'est le 26, 27, 28 et 29. Mais peut-être qu'ils s'y prépareraient, parce que c'est à Stirling, ils ne sont pas très loin. Ils sont cachés dans les forêts. Alors bref, passons. D'ailleurs, si vous allez à Stirling, c'est très drôle. Vous avez bien sûr, sur le champ de bataille, il y a un cavalier, c'est Robert Bruce. Robert Bruce qui va donc gagner avec Wallace l'indépendance de l'Écosse pour un temps, mais qui est donc originaire des Flandres. Voilà. Il y a donc Christopher qui est dans la salle qui m'a apporté la preuve, et donc je suis très heureux d'avoir ce renseignement des Flandres, parce que je pensais qu'il était de Normandie, parce qu'effectivement ils avaient des terres en Normandie, il y avait même un château des De Montrit là-bas. Donc des Flandres, de Louvain, hein, Louvain, et sans doute qu'il va donc importer le fameux lion des Flandres dans un premier temps donc en Écosse. Et puis il se bat contre Édouard Ier Plantagenet. Il gagne la bataille et effectivement, pour les récompenser, mais quand même en reconnaissance, le roi d'Écosse ne va pas mettre en pratique, en exergue la condamnation des Templiers, il va les laisser dans leur commanderie. Et ils vont continuer à vivre dans leur commanderie. Voilà. Alors, donc, il faut savoir aussi que le roi Robert Bruce était excommunié. Parce qu'un an avant, il avait assassiné, c'est le cas de dire, son rival dans une église, qui s'appelait John III Comyn, et donc dans l'église de Dumfries, en 1306. Donc il était excommunié, vu l'état, si vous voulez, des Templiers aussi, de l'ordre des Templiers, vous voyez, bon ben voilà. Je pense qu'ils étaient sur le même bateau. Alors par la suite, ceux vivant dans les commanderies, ils ne sont plus inquiétés, comme je viens de vous le dire. Et puis ensuite, eh bien, le temple écossais va se restructurer. C'est plus l'ordre du temple que nous avons connu, le grand ordre du temple. Ben, c'est une organisation, on peut dire, des Templiers d'Écosse. Ils sont en plus, ils ne sont pas assimilés, mais par les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, parce que ça a été le cas souvent par le procès, pas seulement en France, mais ailleurs. Mais là non, il y a un consensus qui s'opère, et les Templiers descendants, ceux qui vont avoir les biens, les terres qui vivent dans les commanderies, ça va durer 200 ans, à peu près. 200 ans. Voilà. Alors par la suite, effectivement, il va y avoir un accord. Donc c'est sous Jacques, alors là je ne sais pas si c'est moi, j'avais Jacques IV, mais c'est peut-être Jacques V, roi d'Écosse, en 1488. Alors il va confirme la fusion à cette époque, vous voyez, 200 ans après, des biens en terre écossaise, des chevaliers du temple avec ceux des chevaliers hospitaliers, ainsi que les terres. On a le texte, In Deo et sancto hospitality Jerusalem et fratribus eiusdem meditatione templis salonis. Mais les hospitaliers, est-ce que c'est par déférence de Saint-Jean, ils vont comptabiliser toujours à part les anciennes possessions templières. Alors, ce qui va se produire aussi, vous savez, tous les princes ont besoin de récompenser partout les grands feudataires du régime
par il y a des ordres de chevalerie partout qui vont se créer partout. Alors il y avait il y avait la Toison d'Or, il y avait l'ordre de Saint-Michel, etc., etc. Et bien les Écossais, donc les grandes familles écossaises, certaines grandes familles écossaises vont perdurer l'esprit du Temple en créant un ordre de... Enfin, pas en créant, mais en continuant, donc, d'une certaine façon, le Temple écossais. Ils portaient la croix de l'ordre, il y avait des chapitres, et ils le recevaient, mais façon 16e, bien sûr. Les temps ont changé. Donc, mais ils portaient la croix de l'ordre, certains, comme les Seton, sur le champ de bataille. Voilà. Et ça, c'est très important, parce que, si vous voulez, les siècles passent. Alors, il y a des turbulences politiques pendant le XVIe et XVIIe siècle, un peu partout, mais aussi, bien sûr, en Grande-Bretagne. Et donc, cette survivance de l'ordre du Temple s'est transmise donc, chez les Hamilton, les Montgomery Seton, etc., etc. Alors, oui, parce que les Seton étaient très proches du pouvoir, puisque Alexander Seton, au moment de la victoire de Robert Bruce, s'était marié avec la fille de Robert Bruce. Vous voyez, c'est toujours des affaires de famille. Même pendant les guerres, souvent entre pays, les gens qui se connaissent bien, voilà, vous le savez bien. Alors, donc, cet ordre de chevalerie, eh bien, il va se réunir une dernière fois plus tard. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir donc un conflit entre les Stuarts et les Hanovres. Les Hanovres. La reine d'Angleterre actuellement, et donc c'est une descendante des Hanovres. Voilà. Alors, on peut d'ailleurs considérer que cette histoire, la fin de l'ordre du Temple, c'est quand même le premier procès international de l'histoire. Et donc, on aborde donc un siècle terrible, le XIVe siècle. Il va se passer beaucoup de choses. C'est la guerre de Cent Ans, les batailles de Poitiers, etc. Des défaites, beaucoup de défaites, et surtout la Grande Peste. La Grande Peste noire qui, en 1350, va dévaster l'Europe. Voilà, 20 000 morts sur 60 millions d'habitants. Rien n'est comme avant. C'est un peu comme après la guerre 14-18, la Belle Époque et compagnie. On va essayer d'oublier tout ça. Arrive donc la Renaissance, on va reconstruire des châteaux. On a envie d'oublier tout ça. On passe. On ne peut pas dire qu'on passe de l'époque médiévale à la Renaissance comme ça, d'un trait de plume. Non. Mais voilà, c'est un changement profond qui s'opère dans la société. Il y a même des villes qui se créent, puisque la guerre de Cent Ans, vous savez, il y a des villes neuves un peu partout, qui sont soit anglaises, soit françaises. Alors, on revient à notre sujet. Effectivement, en 1745, se tient un chapitre de cet ordre du Temple écossais à Holyrood Palace, à Édimbourg. Voilà. Ça, c'est très intéressant, c'est très important. Alors, donc, on peut dire que, on va en parler tout à l'heure, parce que j'ai compte rendu un peu de cette réunion, de ce chapitre templier. Mais, parallèlement, eh bien, vous avez les loges de bâtisseurs qui acceptent des personnes étrangères, donc à leur art. Donc les confréries de bâtisseurs qui existent, parce qu'au XIVe siècle, les grands chantiers sont abandonnés, les cathédrales, tout cela. Et puis il y a beaucoup d'ouvriers qui vont s'expatrier vers également l'Angleterre. Alors, donc, on peut dire que ces confréries de bâtisseurs, se réfèrent à des textes fondamentaux qu'on appelle les anciens devoirs. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, j'ai la liste là. Mais c'est très intéressant parce que la franc-maçonnerie donc universelle dite régulière de la Grande Loge d'Angleterre va se référer à ces landmarks, à ces anciens devoirs. Ils sont des règles de conduite vertueuses que doivent évidemment suivre les ouvriers, les compagnons. Alors, on dit que justement c'est après la création de la Grande Loge de Londres, avec quatre loges qui se réunissaient dans des auberges à Londres, que va être créée la franc-maçonnerie en 1717. Alors, c'est faux, bien sûr. La franc-maçonnerie est beaucoup plus ancienne. Elle remonte déjà au XVIe, XVIIe. Il y a déjà dans les loges, que ce soit à Perth et ailleurs, ou à Aberdeen,
il y a les compagnons bâtisseurs, mais il y a aussi ceux qui payent les chantiers, c'est-à-dire les seigneurs. Et puis il y a toujours également un docteur. Il faut un docteur, il faut un pasteur. Et c'est comme ça que la maçonnerie dite spéculative, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas de leurs mains, mais de leur cerveau, d'ailleurs, ça devrait être une bonne synthèse entre les deux, à mon avis. Eh bien, c'est la naissance donc, de la franc-maçonnerie. J'ai écrit dans une de mes préfaces que la grande charte, la charte de 1717 de la Grande Logie d'Angleterre, n'a pas été remise aux maçons, descendue du ciel, portée par 2 anges. Non, non, c'est quand même des créations humaines, il faut le savoir. Et puis aussi, il faut dire que donc c'est le moyen, puisque la Grande Loge d'Angleterre se targue, et c'est pas une attaque contre la Grande Loge d'Angleterre, donc j'ai fréquenté, bon, mais ils disent voilà, comme nous sommes les premiers à avoir cette patente de 1717, donc nous nous targuons le droit de donc reconnaître ou pas une obédience par pays, voilà. Et qui obéit, bien sûr, que dont les maçons obéissent aux anciens devoirs, et qui est essentiellement masculine. Ah oui, donc on est au XVIIIe siècle, là. Bon, les temps ont quand même changé. Hein. Et puis aussi, il faut dire que c'est un moyen pour la Grande Logie d'Angleterre de conserver des prérogatives un peu politiques dans l'ancien Commonwealth, les confettis de l'Empire. Oui. Parce que la maçonnerie régulière n'est pas, on peut dire, l'apanage de cette grande loge. Il y a beaucoup d'obédience et de maçons qui travaillent d'une façon régulière, à mon avis. Bon, alors voilà. Alors qu'est-ce qui va se créer? Eh bien, ça va se créer au moment de ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Vous savez, le siècle des Lumières, c'est les savants, ce sont les musiciens, ce sont les encyclopédistes, etc. On nous présente toujours le siècle des Lumières par une évolution merveilleuse des choses. Alors, il va aussi se passer que pendant ce siècle des Lumières, il va y avoir la guerre dite de 7 ans, la guerre de succession d'Autriche. Et l'Europe va être mise à feu et à sang, et d'ailleurs la France perdra une partie de ses colonies canadiennes. C'est pour ça que la maçonnerie continue à se développer, mais les maçons français, anglais ou allemands, parfois se côtoient à travers, ils sont prisonniers les uns des autres. Et donc, il va aussi se définir un certain nombre de rites, petit à petit, qui vont se développer au 19e. Alors vous avez des tabliers, là vous les verrez, correspondant à des rites. Voilà, à des rites. C'est très intéressant parce qu'on reconnaît, quand on va visiter une loge, quand on voit des tabliers rouges, on sait que le frère ou la sœur travaille au rite écossais ancien accepté, etc., etc. Alors je vais vous les citer quand même parce qu'il y a des dizaines d'obédiences. Donc je fais un raccourci, si vous voulez, jusqu'à notre époque. Vous avez donc les principaux rites, il y a le rite émulation, hein, c'est le rite anglais avec ses variantes. Alors bon, voilà, Bristol, etc., Wisten. Le rite français, l'origine écossais rectifiée. Le rite égyptien, Memphis Mizraïm, les rites, et puis d'autres, bien sûr. Et d'ailleurs, plusieurs, parfois, sociétés maçonniques ne travaillent qu'à un seul rite. C'est notre cas, la stricte observance templière, puisqu'elle a été, on peut dire, restaurée il y a 25 ans en France. Donc, les frères que nous côtoyons nous disaient, mais c'est quoi la stricte observance templière? Pourtant, c'est un des plus anciens rites. Mais vous travaillez à quel rite? Au rite de la stricte observance, mon frère. Bon. Et oui, et il y a des obédiences qui travaillent aussi, qui sont en fédération, qui travaillent plusieurs rites à la fois. Enfin, ils ont de plusieurs rites. Alors, c'est intéressant parce que, en fonction de votre entrée donc en maçonnerie, eh bien, vous allez subir les influences du rite quand même. Je dis que c'est une société dite initiatique. Donc c'est une société d'éveil spirituel, pour moi en tous les cas, dans celle que je connais. Alors vous avez par exemple des références. Alors il y a des rites qui font des références au compagnonnage, ou même parfois on vous fait faire un travail. Ou à l'Ancien Testament, ça c'est très anglican, c'est les rites émulation. Voilà. À tous les degrés, ils font référence donc à des passages des Écritures. C'est très intéressant. Et puis, les rites égyptiens, bien sûr, Memphis Mizraïm, ou Mizraïm, etc.
Le régime écossais rectifié qui développe plutôt, si vous voulez, un ésotérisme chrétien, le rite écossais accepté ou français qui travaille surtout sur l'hermétisme, la cabale, l'alchimie. Voilà, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les goûts. Si j'ose m'exprimer ainsi. En ce qui concerne donc la stricte observance templière, c'est la voie héroïque, c'est un ordre de chevalerie. C'est pas un ordre chevaleresque, c'est la chevalerie, parce qu'à un moment donné, vous êtes bien reçu. Vous êtes maçon dans les 3 premiers degrés, apprenti compagnon maître, comme partout, dans la maçonnerie dite symbolique, et après, c'est le vivier, mais on puise pour rejoindre l'ordre du temple. Vous êtes fait chevalier du temple, entre autres, dans un premier temps. Donc c'est un temple qui ne se veut pas l'ordre du temple médiéval, parce que les temps changent. Aucun ordre actuel, même la papauté, ne peut prétendre descendre directement de l'époque médiévale. Il y a même eu 2 papes à un moment donné. Donc c'est l'ordre du temple, l'esprit du temple sans doute, mais qui est l'archétype de la chevalerie mystique pour certains. L'ordre du temple façon 18e siècle, vous les verrez avec des tricordes et tout ça. Alors vous avez le haume, mais là on ne porte plus de haume. On porte le tricorde, mais on peut dire c'est le haut. Voilà. Mais l'épée, on porte l'épée aussi, bien sûr. Alors, je vois quand même, ça va vous dire aussi, c'est quoi la maçonnerie quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la maçonnerie dite templière. Alors, c'est quoi la franc-maçonnerie de nos jours? Son but, ses recherches. Ouais. Alors, il y avait un monsieur qui s'appelait Rico, 18e, qui disait, posait un problème, par ce quatrain, pour le public, un franc-maçon sera toujours un vrai problème qu'il ne saurait résoudre à fond qu'en devenant maçon lui-même. Voilà. Est-ce que c'est trop fort ou pas assez? Ça va pour l'instant? Bien. À la stricte observance, juste à la création, il y a une définition qui a été approuvée, qui a été faite par le secrétaire de la première loge, et donc il me va très bien. Oui. Et je vais vous la donner, donc dans 30 secondes. 2 définitions. Alors, il y a celle des vieux devoirs de la Grande Loge d'Angleterre qui dit la franc-maçonnerie est un système particulier de morale, enseigné sous le voile de l'allégorie au moyen de symboles. Elle ne vise qu'au perfectionnement moral de ses membres, voilà, moral et spirituel de ses membres, et à la pratique d'une charité fraternelle. Voilà, tout est dit. Et concernant, ça devrait être cela. Parce que les maçons sont des âmes, ils ne sont pas toujours exempts de reproches aussi. La maçonnerie, c'est un très bon système, c'est une philosophie tout à fait parfaite pour nous qui sommes des judéo-chrétiens. Parce que si vous allez au Japon ou en Inde ou ailleurs, il y a aussi des sociétés initiatiques qui n'ont rien à envier à la nôtre, mais qui sont adaptées pour les Japonais, pour les Chinois ou pour les Indiens. Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, voilà ce que disait donc Hund. L'adhésion à la franc-maçonnerie peut provenir d'incitations bien différentes. Ces incitations détermineront le zèle et la conduite d'un frère nouvellement reçu. Certains viennent à l'ordre mus par un respect particulier qu'ils ressentent à son égard. Ils y voient tant d'hommes raisonnables, unis entre eux, cela leur plaît et ils souhaitent faire partie de cette chaîne. Ce motif-là est le plus beau de tous. Moi, je trouve ça très beau. Personnellement, je trouve ça très beau. Je voudrais bien le vivre encore plus. Alors, donc voilà, je voulais vous le dire. Pour moi, évidemment, il y a une autre maçonnerie. Hein, bon, voilà, je parle pas pour ma chapelle, mais il y a une maçonnerie qui est spirituelle, où d'ailleurs, c'est la nôtre aussi, puisque les travaux sont ouverts donc sur la Bible, sur Saint Jean d'ailleurs. Et mais il y en a d'autres qui sont, on peut dire, comment dirais-je, qui travaillent plutôt, si vous voulez, au bien-être, au devenir de l'homme. Mais ça, c'est pas la mienne. Alors moi, je ne peux pas vous en parler parce que je n'en suis pas. Il y a des gens qui sont bien mieux placés pour moi que moi pour en parler. Donc c'est toujours à la gloire du grand architecte de l'univers. On met bien tout ce qu'on veut sur cette formule. Mais nous, Dieu, on dit Dieu. Voilà. Alors Dieu, ça peut être ce que vous pensez, ce que vous mettez sur ce nom.
Et d'ailleurs, toujours par les constitutions d'Anderson en 1723, fondatrice de la Grande Loge d'Angleterre, elle dit « Un maçon est obligé, par sa tenure, d'obéir à la loi morale. Il ne sera jamais un athée stupide, ni un libertin irreligieux, ni n'agira à l'encontre de sa conscience. » Bon, tout le monde sait ça. Voilà. La maçonnerie devient de facto le centre de l'union et le moyen de concilier des personnes qui autrement n'auraient pu que rester perpétuellement étrangères. Voilà. Alors, je dis ça parce que, effectivement, la maçonnerie, c'est pas le Rotary, c'est pas Lyon, ce qui est très bien d'ailleurs, d'émanation un peu qui a été créée par des maçons. C'est pas un club-service. Si on ne rentre pas en maçonnerie pour faire des affaires, il y en a peut-être qui le font. Mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Nous, c'est la voie héroïque, c'est la voie de la chevalerie, donc c'est le code de chevalerie, c'est le code de l'honneur et de la fidélité. Tout simplement, il ne faut pas non plus penser que la maçonnerie, c'est pas une religion, pas du tout. D'ailleurs, on ne parle jamais ni religion ni politique, notamment dans les loges. Alors, donc, je voudrais revenir maintenant à ce qui vous intéresse aussi, sans doute un peu plus, c'est cette maçonnerie spécifique, donc, qui est templière. Alors, voilà. J'ai des notes parce que je ne voudrais pas oublier tout. Voilà. Il y a donc, ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est qu'il y a des guerres jacobites. Entre 1688 et 1746, elle oppose les Anglais et les Écossais. Il y a eu 4 débarquements royalistes successifs qui vont essayer de remettre les Stuarts sur le trône. Mais ça ne réussira point et ce sera catastrophique pour la dernière expédition. Alors évidemment les Stuarts sont catholiques, voilà, sur le trône d'Écosse, à la place des Hanovriens protestants. Mais ça ne va pas se passer tout à fait comme ça. Le 16 avril 1746, à Culloden, c'est le désastre pour les clans écossais et l'espoir d'une restauration s'amenuise. Vous savez que Louis XIV avait accueilli des régiments irlandais, écossais, au château de Saint-Germain-en-Laye. Eh bien, bon, ils vont être dans un premier temps, ils sont là, ils sont dans la région parisienne, et on peut dire que la première loge qui s'est créée à Paris, le Louis d'Argent, a été créée aussi par ces Écossais, qui étaient des militaires de haut rang, bien souvent, mais qui étaient aussi maçons. Là, donc, Culloden, c'est 1746, on est d'accord. Un an avant, en 1745, il y a le prétendant au trône d'Écosse qui fait partie de l'expédition, on l'appelle Bonnie Prince Charlie, il est là. Et donc, il passe à Holyrood Palace, à Édimbourg. Alors, il y a plusieurs officiers jacobites, dont il y a ce fameux Charles-Édouard Stuart en personne. Et certains vont être armés chevaliers templiers dans cet ordre templier qui perdure, plus ou moins, depuis donc des siècles. Enfin, pas plus ou moins, qui perdure. On a une lettre du duc de Perth à David Ogilvy et qui raconte la scène. Citons. « C'est vraiment une fierté de voir notre prince dans le palais de ses pairs, avec tout le meilleur sang de l'Écosse autour de lui. Ce dernier lundi, il y avait grand bal au palais, et le mardi 24 septembre, sur convocation, il y avait un chapitre solennel de l'ancienne chevalerie du temple de Jérusalem, tenu dans la salle d'audience. Pas plus de 10 chevaliers étaient présents en pleine guerre. Suite à la démission de son grand maître, Lord Mar, notre noble prince, à l'allure la plus vaillante, dans sa robe blanche de l'ordre, a pris sa profession comme un digne chevalier. Et après avoir reçu les félicitations de tous les présents, a juré qu'il reconstituerait le temple plus haut qu'il était du temps de William le Lion. Lord Atholl a démissionné comme régent et son Altesse royale a été élu grand maître. Je vous écris cela, sachant combien vous aimez l'ordre. » Donc, 1 an avant la bataille de Culloden. Et puis là, catastrophe, donc beaucoup vont être tués, exécutés, etc. Certains, Bonnie Prince Charlie, de justesse, va rejoindre l'Europe, de justesse. Et puis, bon, les immigrés, les réfugiés écossais vont revenir soit en France,
soit aller un peu plus loin en Allemagne, oui, en Allemagne, en Prusse, un peu partout. Et c'est là que la stricte observance allemande, d'abord, va alors puiser ses racines directement dans l'ordre templier écossais. Les fondateurs de la stricte observance, autour de 1750, acquis à la cause jacobite, tiendront compte des consignes écossaises données notamment par le général James Keith, c'est K-E-I-T-H, le général qui était le commandant en chef de l'armée écossaise quand même. Hein. Il était devenu maréchal de camp dans l'armée prussienne, personnage influent dans la maçonnerie jacobite. En présence de son frère cadet, George Keith, comte maréchal. Après une visite du cousin Robert Keith of Luncairn, fils de William, Hunt, le refondateur, serait allé chez lui à Potsdam pour y être investi. Il dira que ses supérieurs inconnus l'ont chargé de reconstituer le temple entre l'Elbe et l'Oder. Bien sûr, pour servir sans doute au plan de restauration d'estuaires, mais aussi continuer le temple écossais, dont les membres s'étaient réunis une dernière fois donc, à Holyrood Palace, donc 6 ans plus tôt. Donc il y a vraiment, vous voyez, une continuité, il y a 6 ans d'intervalle, surtout que Hunt, donc le fondateur de la stricte observance, avait déjà été, lui, reçu en 1743 à Paris, chevalier du Temple. Voilà. Alors, donc, eh bien, on connaît les gens qui ont donné la patente. On les a appelés les supérieurs inconnus parce que vous savez qu'ils étaient recherchés par les gens de Hanovre et quand ils cryptaient leurs messages et ils étaient en fuite. Et quand on les trouvait, on passait donc un mauvais quart d'heure. Alors, je vous ai déjà parlé donc du général Keith. Il y a aussi son frère cadet, ce George Keith. Il y en a d'autres. Hein. Il y a donc George Keith, c'est le 5e comte maréchal, cousin de John, 3e comte de Kintore, grand maître pour l'Écosse de 1738 à 1740. Il accompagne Robert Keith. Alors ils avaient des noms latins, Eques et chevalier. C'était Eques à Stella Ardente, chevalier à l'étoile flamboyante. Toujours les chevaliers du temple qui sont appelés, donc dans la stricte observance, ont un nom latin et une devise aussi. Alors voilà. Donc il lui remet une patente cryptée à cause des Escuanovriens, c'est ce que je venais vous dire, et elle restera hermétique pendant 260 ans, et puis c'est donc notre ami qui a retrouvé les documents il n'y a pas très longtemps, universitaire, voilà. Jamais Hunt n'a voulu révéler de qui il tenait ce document, ainsi que son contenu. Il affirmait les posséder de supérieurs inconnus qui maintenant sont connus. C'est propre des inconnus parfois d'être connus par la suite. Alors, donc sur cette patente, on a 2 devises qui sont les devises de l'ordre, qui sont très belles. Il y en a une, c'est Peritut vivat, mourir pour renaître, et une autre, Post nubila Phébus, après les nuages, le soleil. Ça se termine, je termine. Alors, donc c'est André Kervela qui a retrouvé tout ça, et donc le fondateur, Karl Gottlieb von Hunt, Altenbrock, c'était un homme remarquable qui était né en 1722, qui avait été orphelin très jeune. Il était né en Haute-Lusace et donc je vais passer, il avait accompli ses études à Leipzig, à Paris, à Strasbourg, etc. Et il avait été reçu à Francfort, franc-maçon, et puis ensuite installé vénérable maître de la loge des Trois Compas à l'Orient de Paris le 3 janvier 1743. Et on dit que l'origine et le développement de la stricte observance templière sont si intimement liés au baron de Hunt qu'il est parfois difficile de les distinguer. Alors j'ai la description de Hunt, on va passer là-dessus parce que donc c'est déjà assez long. Et voilà ce qu'il a déclaré lui-même en 1766. « J'ai servi l'ordre en honnête homme pendant 21 ans en négligeant tout ce que ma naissance et ma noblesse auraient pu me donner auprès des ducs et des princes. » Il était conseiller de l'empereur Charles VII, etc., le chambellan du roi Auguste III de Pologne, etc., etc. Il consacra sa vie et sa fortune à la stricte observance templière qu'il avait créée. Il fit restaurer à ses frais l'église d'Unwurde de Kittlitz et participa au financement de nombreux hôpitaux. Et quand il est décédé, il était en visite à Meiningen. Voilà donc le compte-rendu bref. Hunt venait de visiter la loge Charlotte aux Trois œillets, fondée en 1773 à son chapitre de Meiningen, lorsqu'il tomba gravement malade au château du Lieu pendant 9 jours.
En l'an 1776, et le 8e jour de novembre, à la 1re heure du matin, il trépassa très pieusement dans le Seigneur, muni de tous les sacrements, dit la chronique. Il fit venir plusieurs membres de l'orchestre de la cour de Saxe, Meiningen, et le duc auprès de lui tira les rideaux de son lit et s'éteignit au son d'une douce musique dans une parfaite sérénité. Oui, c'est quand même un type très bien. Alors, bon, je passe sous silence, je pourrais vous dire, on sait maintenant qui l'a reçu Templier à Paris, bien entendu, on a les noms de Jacques Clément Radcliffe, etc. Mais c'est pas, on ne va pas rentrer dans des spécialisations, sauf ceux qui sont intéressés par la suite, je me tiens à leur disposition. Et alors, donc, il s'appelait lui Chevalier d'épée, Eques ab Anse. Donc, la stricte observance va se développer partout. La première loge va être créée, elle s'appelait les Trois Colonnes dans son château, dans son donjon octogonal de son château de Gourde. C'était que des militaires. Ah oui, c'est un ordre. Ben oui, c'est normal, ce sont des militaires, bien sûr. Et puis, donc, la stricte observance va se développer rapidement dans toutes les cours aristocratiques. Elle va devenir pendant 25 ans à peu près la pendante de la Grande Loge d'Angleterre, aussi importante. Il faut savoir qu'elle a compté dans ses rangs 12 rois et princes régnants, quand même. Et puis, donc, toute l'aristocratie. C'est d'ailleurs Casanova, hein, voilà, le comte Casanova, qui a été chargé d'aller recruter, c'est un bien grand mot, mais de les faire connaître la stricte observance. C'est un homonyme. Ah bon, c'est un homonyme. Bon, mais tant pis, alors c'est dommage. Voilà, alors c'est la stricte observance qui a reconnu, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, le Grand Orient 3 ans après sa création. Voilà. Et le grand maître du Grand Orient, à un moment donné, a été le protecteur de la stricte observance. Voilà. Alors, donc, je pourrais vous citer tous les vicomtes, les comtes, les marquis, les chevaliers de Malte qui en ont fait partie, les évêques, et un archevêque, des évêques, vous voyez, on n'est pas dans la même époque que maintenant. Des pasteurs, il y avait des pasteurs, et puis des généraux, des colonels, voilà, une soixantaine de maréchaux et compagnie, des ministres, des chambellans, vous voyez, c'était l'aristocratie, c'était pas c'est vrai, c'est une maçonnerie aristocratique, il faut le dire. Mais elle aussi, il y avait des marchands, des banquiers, hein, comme dans le temple, bien sûr, des compositeurs et des musiciens. Alors je voudrais quand même vous citer quand même Wolfgang Amadeus Mozart, qui était à la stricte observance, pas dans sa première loge, mais la deuxième, hein, voilà, la vraie concorde et l'espérance. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est dommage, j'ai un CD là, mais il y a une musique maçonnique de Mozart, il y a un morceau qu'on appelle L'Ode funèbre, voilà, magnifique. L'Ode funèbre de Mozart, c'est magnifique. Eh bien, il a été créé, c'était à vrai dire pour une élévation en grade de maître, qui devait se tenir. Il a été écrit en avril à peu près. Et puis il y a eu 2 grands dignitaires de la stricte observance qui étaient ses protecteurs financiers. C'était le duc de Mecklembourg-Strelitz et le comte Eskenazi qui sont décédés. Et ça a été joué pour la première fois en loge, donc à leur mémoire, donc avant Noël de l'année. Il y a eu Goethe. Goethe a fait partie de la stricte observance. Voilà, la loge La Vraie Concorde. La Vraie Concorde, excusez-moi. La loge Amalia aux 3 roses. Alors, le comte de Saint-Germain, alors bon sûr, il faut ne pas confondre, mais je répète, c'était Giacomo Girolamo Casanova, hein, dit le chevalier de Saint-Gall, voilà. Et puis des milliers de frères répartis dans toutes les loges, etc. Alors, actuellement, on va terminer là-dessus. Ça fait 23 ans, après 3 ans de travaux, donc traduire les rituels, recevoir la patente et compagnie. La stricte observance, donc qui vit le jour en 1751 en Haute-Lusace, eh bien, existe à nouveau, on peut dire en France, mais aussi un peu dans le monde, puisqu'on a des loges un peu partout, en Andorre, à Madagascar, à La Réunion, en Roumanie, etc., etc. Et donc 54, voilà, je vous dis tout, il y a 54 loges avec après environ 1100 frères et sœurs, voilà. On a donc décidé tout de suite d'avoir aussi des sœurs, ce qui n'était pas le cas donc, au XVIIIe siècle. On dit, oui, mais bon, dans la chevalerie, oui. Ah bon, bon. Jeanne d'Arc, c'était pas une chevalière, c'est une chevaleresse par hasard. Hein, bon. Il y a toujours eu des femmes dans la maçonnerie, même dans la maçonnerie anglaise. Peu, mais il y en avait.
Et puis, voilà. Alors, il y a eu la restauration de toutes les provinces, les 9 premières provinces, et puis après, on en a créé d'autres. Alors, c'est l'Auvergne, l'Aragon, le Léon, la Bourgogne, la Grande-Bretagne, la Basse-Allemagne et compagnie. Alors, l'ordre illustre de la stricte observance templière gère l'ensemble et surtout les hauts grades, et il y a la Grande Loge écossaise qui, vous verrez le tableau, qui elle, donc, c'est la maçonnerie que les Anglais appellent the craft maçonnerie, la maçonnerie de métier, alors que les autres ce sont les side degrés, les degrés complémentaires. Eh bien, on a des loges dans le secteur, on en a dans le secteur, et tous les frères et sœurs d'autres obédiences sont toujours très bien accueillis, il n'y a absolument aucun problème. D'ailleurs, mardi, je vais profiter de mon séjour pour aller visiter la loge de Montpellier. Voilà. Alors, donc, voilà, elle a été, la patente a été concédée le 9 juin 2013 dans la chapelle templière de Beaussier, près de Mont-de-Marsan. Elle est le seul heure à pouvoir travailler à la stricte observance et au rituel de stricte observance. Elle a été déposée au POPI, hein, donc voilà, c'est sérieux, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, voilà. Alors, la spécificité de cette maçonnerie dite templière, elle est à vocation maçonnique et chevaleresse. Elle se voulait, dans ses hauts grades, je l'ai dit tout à l'heure, l'ordre du temple rétabli et renouvelé. Elle maintient toujours les vraies valeurs de la tradition, tel le phénix renaissant de ses cendres, ça c'est facile. Hein. Et elle vient de reprendre un peu partout force et vigueur, et s'inscrit désormais dans le concert des autres ordres et obédiences relevant de la franc-maçonnerie régulière et universelle, tout en marquant ses différences et sa spécificité. Comme l'indiquait l'inscription de 4 lettres inscrite sur l'anneau de Charles de Houdt, nulla vi NVIO, nulla vi invertitur ordo, par aucune force l'ordre ne sera renversé, et j'en témoigne aujourd'hui. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vais vous dire quand même, puisque j'ai eu le privilège d'entrer dans la loge écossaise pendant 35 ans de Rudyard Kipling, de vous dire un petit poème, si je m'en souviens, et qui dit bien ce que ça veut dire, que ce soit au niveau de la maçonnerie, même au niveau de nous, pauvres humains qui, parmi nous, vivaient comme Redivillon. Alors, dans ce petit poème qui n'a jamais été trahi et traduit, d'ailleurs, parce que vous connaissez ma mère loge, etc., tu seras un homme, mon fils, et tout ça, bon. Et il est beau, il est court, il est beau, et il est bien quand même ce qu'on fait un peu ce qu'on veut de sa vie. N'est-il point amusant que princes et rois, que clowns cabriolant dans la sûre de bois, que gens ordinaires comme vous et moi soient des constructeurs devant l'éternité. À tous sont échus des outils, un livre de loi, une pierre informe. Pourtant, avant que ne s'achève la fleur de leur vie, par leurs soins, cette pierre sans forme sera devenue ouvrage vacillant ou pur diamant. Je vous remercie.